Bonjour et bienvenue à l'émission Pour votre information. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous êtes en très grande forme parce que moi, je le suis. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le président de O Solo Mio, finaliste du prix Alizé 2026, M. Alfredo Napolitano. Il présentera son film « Âme des patriotes » au Parlement d'Ottawa très prochainement. Le réalisateur Mathieu Trottier-Cavana sera avec nous. Comment bien protéger sa peau pour l'été qui s'en vient? La docteure Marilyn Garot sera avec nous. Un projet supporté par la pépinière d'innovation que les jeunes ont créé, Coco Fuego. Le spectacle La Maison Harmonique verra le jour tout prochainement, 19, 20 et 21 mai prochain. Le réalisateur Luc Gauthier et Jeannette Lindsay sera avec nous. Elle vient nous présenter son livre Les Recluses, l'auteur. Mes premiers invités, elle est présidente du conseil d'administration, Mme Julie Ducharme, ainsi que la directrice de SP Canada Laval, Mme Sabrina Lapalme. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, Martine. Vous venez nous parler de la marche de la SP, donc la sclérose en plaques, qui va avoir lieu le 31 mai prochain. Exact. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement la sclérose en plaques? C'est pas tout le temps clair. On appelle ça une maladie? Oui, en fait, c'est une maladie auto-immune qui est neurodégénérative. En termes plus simples, c'est en fait le système immunitaire qui se bat contre le système neurologique. Donc, tout ce qui est la moelle épinière jusqu'au cerveau, ça vient manger, en fait, c'est nos globules blancs qui viennent détruire notre gaine de myéline, qui enrobe, en fait, là, les nerfs et la moelle épinière. Et ça, on en parlait tantôt, ça ne s'attrape pas. Non. C'est vraiment... Mais est-ce qu'on sait d'où est-ce que ça peut partir? Parce qu'à un moment donné, on est diagnostiqué. Tout à fait. Il y a plusieurs hypothèses, dont le déficit en vitamine D. Okay. On est un pays nordique qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus propice, justement, à avoir des déficits. Okay. Il parle aussi, là, j'ai de la misère à le dire, ce virus-là, le Epstein-Barr, okay. qui est la maladie du baiser. Donc, 90% de la population a eu ce virus-là. Donc, pourquoi est-ce que ce ne serait pas 90% de la population qui développerait la sclérose en plaques? Ce serait un facteur de risque. Okay. Mais outre que ça, on n'a pas vraiment d'informations. Et vous l'avez, la sclérose en plaques? Vous avez été diagnostiquée à quel moment? J'ai été diagnostiquée en 2022. Okay. Mais on est capable de reculer là, jusqu'à la mi-1990, là, 90, 95, que je l'aurais, oui, selon les images diagnostiques. Et dans le quotidien, ça représente quoi dans votre vie de tous les jours au niveau de vie comme conjuguée avec ça? Oui, pour moi, parce que chaque personne vraiment qui a la sclérose en plaques, c'est différent. On parle de, moi, c'est la gestion de l'énergie, les douleurs neuropathiques. Donc, pour moi, tout se passe à l'intérieur. Okay. Le matin, je suis pleine d'énergie. L'après-midi, je suis comme un vieux téléphone. Donc, il y a une baisse d'énergie à ce moment-là. Tout à fait. Okay. Puis comment on fait pour gérer ça? Donc, on prend de la médication, on se repose plus. J'imagine qu'on trouve... Bien, c'est morceler les tâches, y aller par étapes. Prendre la médication. Dans mon cas, c'est de la médication pour la douleur. OK. Est-ce que vous avez une douleur constante? Oui. Toujours? Oui, toujours. On parle vraiment de douleur chronique, dans mon cas. Il y en a qui dans le corps au complet? Oui. Des douleurs neuropathiques, donc des sensations de brûlement, des chocs électriques, des décharges. La sensation de vibrer par l'intérieur. OK. C'est comme... Continuellement? Oui, continuellement. Comme si j'avais un courant, comme si je sentais mon courant électrique passer. OK. Vous êtes directrice de SP Canada Laval. La marche est importante. Vous avez un objectif, justement, pour amasser des fonds. Dites-nous, c'est quoi l'importance de cette marche-là, vraiment? Mais en fait, la marche se passe à travers le Canada au complet, à la même journée, là, probablement la même heure à travers le Canada. Puis pour nous, bien, c'est primordial un événement comme la marche parce que bien, ça permet de soutenir la recherche au niveau là, de la recherche, mais aussi des activités pour les gens atteints de sclérose en plaques à Laval, mais à travers le Canada à travers au le Canada complet. Aussi, parce que l'objectif est quand même de 85 750, c'est oui. ça? Puis l'année passée, là, on était à 83 000, donc on pense là, certainement qu'on va l'atteindre. Fait que c'est pour ça qu'on invite d'ailleurs là, les gens à participer. Donc les gens peuvent marcher en échange d'un don? Ben en fait, vous pouvez venir marcher aussi pareil. Comme ça. Donc, c'est ouvert au grand public. Puis c'est ça qu'on essaye d'avoir de plus en plus là, avec les éditions qu'on offre là, depuis 3 ans. C'est vraiment de sensibiliser les gens à l'ASP. Fait que, tu sais, il y a de l'animation, les gens, on va offrir des collations, il y a des jeux gonflables.
Donc, ça va avoir lieu chez nous au parc Saint-Maxime, là, derrière l'école secondaire Saint-Maxime. Le 31 mai, à compter de 9 h, si je me trompe Oui, pas. exactement. Et parce que il y a aussi une partie des dons que vous recevez pour vraiment aider les gens, parce que vous nous avez expliqué votre situation, mais chaque cas est vraiment unique. Là. Tout à Chaque fait. personne a sa propre comme caractéristique. Son propre parcours. Son propre parcours, oui, ouais. tout simplement. Donc, vous arrivez à les aider de quelle manière à ce moment-là? Bien, je te dirais que, bon, chaque bureau de SP à travers le Québec est indépendant. Donc, nous, bon, tu sais, chacun a ses propres activités, mais c'est principalement à SP Laval au niveau du bien-être. Donc, on offre des activités à tous les jours, aquaforme, du yoga. On offre aussi des activités culturelles, des activités de peinture. On fait des sorties avec les gens pour briser l'isolement. Ouais. Donc, vraiment, là, beaucoup d'activités qui sont mises sur place. Puis une écoute aussi. Donc, il y a des intervenants ici qui sont là pour écouter les gens, les soutenir, Ça doit pas les être, diriger vers les bonnes ressources. Tout à fait. Parce que quand même, au niveau des statistiques Canada, c'est quand même 12 personnes qui sont diagnostiquées Tout à fait. par jour. Ouais. Là. Donc, 90 000 Canadiens qui sont atteints de SP. là, c'est ouais. pas rien. Ça, Non. c'est ceux qui sont connus. Oui, Exact. en plus. Oui, c'est Ouais. ça. Un gros merci d'être venu nous parler. Donc, on invite les gens le 31 mai prochain à compter de 9 h Au parc Saint-Maxime, oui. d'aller marcher avec vous. Un gros merci d'avoir été des nôtres. Merci. Je reçois le président d'Ossolomio, Alfredo Napolitano. Bonjour. Bonjour, Martine. Dites-moi, vous avez été finaliste des prix Alizé. C'est des prix qui sont financés par Agricole Canada. C'est pas rien quand même d'être en nomination pour ce prix-là, qui vraiment qui souligne l'excellence de l'innovation des entreprises agroalimentaires. Comment on se sent lorsqu'on sait qu'on est finaliste? Ben, c'était honorable. Au moins, on était là dans les 3 dernières finalistes à travers le Canada de l'export, Oui. avec toutes les autres grandes entreprises, avec les temps que se passe aujourd'hui, avec Ouais. les États-Unis, avec nos voisins au sud. On est très honorés grâce à notre équipe d'Ossolomio. Là, je veux qu'on revienne parce que vous avez bâti Ossolomio vraiment de rien. Vous aviez un rêve. Dans les chadrons. Des poêlons sautés et chadrons. Oui, c'est couper ça. les oignons, couper les Est-ce sauces que et faire c'était- les pâtes à la main. Est-ce que c'était des recettes de maman, de grand-maman, les pâtes C'était une recette, on peut dire, de le restaurant Casanapoli. de Casanapoli? Que ma maman, la mère Mamma Rosa, a eu beaucoup d'influence dans notre cuisine napolitaine dans le temps. Oui. On avait des chefs aussi, puis j'étais culinaire, j'étais travaillé en Suisse, en Italie, en Europe pendant des années, puis j'ai revenu, puis j'ai pris en charge du restaurant, puis je me suis demandé « what's next ?» OK. Puis d'où est venu de justement partir une compagnie de pâtes? Parce que ça n'existait pas, là. On remonte Non. à quand même... il y a- 92, j'ai commencé à amener... Mon père il me laissait un restaurant, puis moi, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'avais 2 choix. Ouais. Ouvrir d'autres restaurants Ouais. ou mettre un peu de bouffe, la bonne bouffe, sous les tablettes dans les magasins. Exactement. Alors, j'ai Mais décidé c'était- vous aviez une grande vision. C'était très ambitieux à cette époque-là. Pas mal, parce que notre restaurant s'appelait Restaurant Casanapoli, dans Oui. le cœur de la petite Italie. Oui. Mais la première pizzeria de mon père s'appelait Ossolomio. Alors, c'était plus un nom international. Alors, dans le temps, j'ai choisi le nom Ossolomio et pas le restaurant Casanapoli. Oui. Et vous avez parcouru, et maintenant, c'est quand même grandiose parce que vous êtes parti très local de vendre vos pâtes et votre sauce. Oui. Et vous avez grossi d'une manière assez... Là, vous exportez un peu partout à travers le monde. Un peu partout. On peut dire que les États-Unis, c'est un gros marché. Le Mexique, on a commencé à Dubaï puis Saudi. OK. Puis présentement, dans la semaine prochaine, on va aller à vendre en Europe aussi. C'est quand même... félicitations. Bravo. C'est quand même... Il y a de quoi être fier, vraiment, d'avoir fait... Donc, tout est possible dans la Notre vie. pâte ne vient pas deuxième à l'Italie. Non. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On a la meilleure qualité. Vous avez la meilleure qualité. on est fiers. J'en doute pas, parce que justement, pour se rendre là, ça prend un produit quand même de qualité. Là, De pour qualité. pouvoir- Ça commence avec les ingrédients. On Ouais. importe beaucoup des ingrédients d'Italie. Parmigiano, le pecorino, les tomates d'Italie, le savoir-faire italien, Oui, le best de culinaire. l'Italie. Exactement. Tout à fait. Et, Et c'est quoi vos plus grands défis que vous avez rencontrés là, dans les 30 dernières années? Dans les dernières 30, Dans les dernières années, qu'est-ce qui a été le plus difficile en tant qu'entrepreneur de partir de rien puis de grossir de cette ampleur-là? on peut dire la compétition. Ouais? La compétition sont très grosses. C'était Nestlé, Kraft,
Ah oui, vous faisiez Maple Leaf dans vous le faisiez temps. affaire avec des gros joueurs. Avec des gros, puis ils sont des ententes nationales qui Ouais. font. Alors, c'était toujours contre Contre les vous, gros. dans le fond, oui, Exactement. c'est Soit ça. au Canada, soit aux États-Unis. Et qu'est-ce qui vous a donné la force de... Parce vous auriez pu facilement vous décourager parce que c'était difficile. Qu'est-ce qui vous a donné la force de pouvoir toujours pas abandonner? Ben, je pointais beaucoup sur la qualité. La seule façon que je pouvais les gagner, c'était sur la qualité. Oui. Et la qualité nous a amenés à aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, oui, c'est ça. Et est-ce que tu sais, on entend beaucoup parler là, de l'exportation avec le changement que Trump aux États-Unis a effectué. Quel impact pour vous, est-ce que ça donnait un impact? Au début, oui. Ouais. Au début, c'était un impact. On a eu des clients qui arrêtaient de produire pour nous parce OK. qu'il y avait les tarifs. Il avait mis Ouais. des tarifs, puis après 3-4 jours, il les a enlevés. Aujourd'hui, c'est une chose, demain, c'est une autre avec le président Trump. Oui. Mais c'est très difficile parce qu'il n'y a pas une décision finale. OK. Alors, on ne sait pas maintenant le coup de main, il va venir en échange au mois de juin, juillet, à peu près où. OK. Alors, on va voir s'il va y avoir des tarifs. Ils sont en négociation dans les prochains 2 mois. Oui. Jusqu'à date, c'est une croissance organique, un peu à la fois comme tous les années qu'on fait. Mais s'il vient 20-25 de tarifs, ça va être très difficile. Ça va être plus difficile. Aujourd'hui, il n'y a aucune nouvelle bannière qui va s'embarquer parce que la décision n'est pas prise encore. Ouais. Alors, on est en stand-by pour l'instant pour les États-Unis. Ouais. C'est pour ça qu'on est allé en Saoudi, Dubaï, puis maintenant on va en Europe, c'est trouver d'autres marchés aussi. Oui, tout à fait. Donc, j'imagine que votre vision continue de faire mondialement. On n'arrête pas. On Vous n'arrête n'arrêtez pas, hein? On n'arrête Et pas. avez-vous des projets de retraite? Non, pas du tout. Pas du Ça, tout. c'est plate. Ça, c'est plate, Ça, la c'est retraite. plate. Ça, Oui, c'est c'est ça. plate, oui. Donc, vous avez encore beaucoup de... D'énergie, beaucoup de Oui, on le vision voit, là. encore. Encore beaucoup de vision. Maintenant, on a un autre continent à aller attaquer, c'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est ça. Est-ce que vous êtes toujours dans les pâtes et dans la sauce, mais est-ce que vous avez envie ou le goût de développer encore sur d'autres produits? Bien, on fait beaucoup de mets préparés. OK, oui. Mets préparés frais de qualité. Les sauces. Peut-être, on pense à faire un peu de pizza, peut-être un jour, de pain italien, sandwich italien. Quelque Ouais. chose qui manque de le vrai, Ouais, hein, vous la me dites vraie ça, croûte napolitaine. Oui, oui, j'étais déjà allée à Napoli C'est ça. et la pizza, elle est vraiment remarquable. On l'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on développe un nouveau produit? C'est plus complexe? C'est plus demandant? Ben, c'est tout un autre procédé. On ajoute encore... Exactement. Oui, mais c'est quand même un beau défi. Un beau défi. Un beau défi. On est en train de penser pour l'instant. Oui, non, c'est ça, je vous On va concentrer avec nos pâtes et sauces en premier, nos Ouais. mets préparés, frais, surgelés. On est numéro 1 au Canada dans aussi la restauration, OK, le service alimentaire. Alors, c'est bien. excellent. Donc, on rappelle aux gens, si vous voulez avoir des pâtes fraîches et des sauces, Il y a une marque. il y a une marque. Au Solomio. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous, merci. Un plaisir. Je reçois le réalisateur du film Aux âmes patriotes, Mathieu Trottier-Cavana. Bonjour, Mathieu. Salut, ça va bien? Très bien, merci, toi. Oh, écoute, assez fébrile. Oui, j'imagine. La dernière fois qu'on s'est vu, alors, mettons en contexte les gens, là, tu as passé 13 ans à travailler sur un film qui relatait les derniers moments de la rébellion de 1837 à 1838. Oui. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, tu allais le présenter à Saint-Eustache. Alors là, on veut savoir comment ça s'est passé. Alors, ça a super bien Oui. été. Au départ, on s'attendait à environ une centaine de personnes, mais on a eu presque 300 Wow. personnes dans l'église. Et pour nous, c'était vraiment assez fébrile et assez émotionnel parce que c'est sûr que cette journée-là était assez symbolique parce qu'on le présentait la journée de la commémoration de la bataille de Saint-Eustache. Ouais. Et dans l'église, là où est-ce qu'il y a eu une partie des batailles. Alors pour nous, c'était vraiment assez symbolique et le monde l'a quand même assez bien pris, le film. Oui, parce que justement, le film que tu présentes fait partie intégrante de notre histoire, mais c'est un côté, c'est un volet que les gens ne connaissent pas, là. Parce que, et tu m'as vraiment conscientisé à ça quand tu parlais sur les plaques automobiles, je me souviens. Moi, chaque fois que je vois ça maintenant, je fais comme, OK, mais on se souvient de quoi, finalement? Non, on ne se souvient pas de grand-chose et même le monde, des fois, ne se rappelle même pas d'une dernière élection. Alors, pour moi, à chaque fois que je vois ça, et disons que je vois ça trop souvent avec le trafic, Évidemment. j'arrête pas de me questionner sur le fait que pourquoi on ne se rappelle pas tant de notre histoire. Et pour moi, je trouve que c'est primordial de raconter notre histoire parce que c'est là qu'on peut voir que certains enjeux sont autant d'actualité qu'ils dataient d'il y a plus bientôt 200 ans.
sais, comme exemple, la laïcité, Robert Nelson en parlait lors de la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Et là, aujourd'hui, on pense, ça fait il y a juste 2 ans. C'est comme, non. Et rappelle-moi la date de ça. En 1838. Donc, on parle quand même de très longtemps, là. Exact. De la laïcité. Et c'est pas quelque chose de nouveau, justement. Et je pense que ton film a vraiment raison d'être pour éduquer les gens à mieux comprendre les origines de notre histoire, finalement. Écoute, c'est ça qui, selon moi, on se questionne pas assez. T'sais, on se dit, le passé, c'est le passé. Non, au contraire, le passé est autant important que le présent. C'est comme ça qu'on peut vraiment se questionner sur pourquoi ça a parti, d'où ça a parti exactement. Exact. Tout à fait. Donc, à Saint-Eustache, ça a bien été. Il y a eu plusieurs autres représentations. Oui. Est-ce que j'imagine que ça a bien été aussi? Ah oui, écoute, on était quand même assez satisfaits de toutes nos projections. Je dois avouer que la petite dernière, on a été un peu déçus parce qu'il y a eu bien des annulations, mais là, c'était à cause du Canadien. Oui, notre fameux Canadien, oui, c'est ça. Les séries ou un film, c'est comme, je comprends un peu le monde, malheureusement. Oui, c'est ça. Mais je veux savoir, toi, là, parce que on sait, tu as travaillé 13 ans sur ce projet-là, c'est ton petit bébé, finalement de pouvoir voir le jour de ce projet-là, de voir la réaction des gens. Toi, à l'intérieur, comment tu te sens? Comment tu as réagi? Écoute, tu sais, pour moi, c'est vraiment une libération. Tu sais, je veux dire, après 13 ans de travail, de recherche de financement, recherche historique, les costumes, accessoires, et là, enfin, le montrer, pour moi, c'est le meilleur des cadeaux. Une délivrance. Hein? Surtout après 13 ans, je me dis, là, maintenant, je sais c'est quoi être parent. Tu as juste envie qu'il s'en aille. Mais sérieusement, que le monde l'aime ou l'aime pas, encore une fois, moi, c'est vraiment une question de débat et de questionnement sur notre histoire. C'est surtout ça comme mission que je me donne. Et c'est pour ça que la plupart des projections qu'on fait, c'est dans des lieux historiques et même que, jusqu'à date, toutes nos projections sont gratuites. Pour nous, c'est vraiment une question de renseignement. Un bel accomplissement. Puis là, on ne peut pas passer sous silence. Il y a une autre projection qui va avoir lieu au Parlement d'Ottawa. Oui. C'est pas... Oui, on sent la fierté. On sent la fierté. Comment on arrive justement à rentrer à diffuser notre film au Parlement? Avec bien des contacts. Oui, j'imagine. Écoute, on a quelques contacts au sein du Bloc québécois, dont Simon-Pierre Savard-Tremblay, député de Saint-Hyacinthe, que je remercie énormément. Il y a eu beaucoup de personnalités, autant à niveau fédéral que provincial, qui nous ont aidés pour pouvoir faire notre petit chemin et après ça, potentiellement le présenter. Comme je lui disais à la blague, écoute, ça pourrait être le local du concierge tant que je le présente au Parlement. Et là, on a une belle salle. Et là, c'est ça qui est quand même assez de fierté. Oui. Pendant tant d'années, on s'est fait refuser. C'est comme, d'accord, vous ne voulez pas le financer, bien, on va vous le montrer. Oui. Et là, les gens peuvent y assister? Oui. Tout à fait. Donc, on invite les gens. C'est le 26 mai prochain au Parlement d'Ottawa. Exact. Donc, toi, tu pars d'ici puis tu t'en vas là-bas. Oui, tout dépendant du nombre de personnes qu'on aura, on va essayer de s'arranger pour le transport, faire du covoiturage ou quelque chose. Ça va être quand même assez le fun. Ça va être une belle journée. Oui, on va espérer qu'il fasse beau aussi sur la route. Tout à fait. Mais sinon, ceux qui sont intéressés, c'est sûr qu'il faut réserver. Oui. Alors, on les invite à nous contacter. Ils peuvent nous contacter via nos médias sociaux, via Facebook, Instagram, Aux âmes patriotes. Et comme je disais, la projection est gratuite. C'est juste que il faut réserver parce que c'est quand même au Parlement d'Ottawa. Oui, c'est une belle journée. On dit félicitations d'avoir été là et une belle continuité pour ce beau projet-là qui fait vraiment, qui est très enrichissant pour notre culture québécoise. Alors, c'est notre objectif. Il faut raconter notre histoire et pour moi, c'est vraiment c'est une mission. Tout à fait. Merci, Mathieu. À l'approche de l'été, il y a quand même une grande préparation à faire pour notre peau qui quand même peut changer avec Dr Garou. Bonjour, Dr Garou. Bonjour, Martine. Alors là, l'été s'en vient, finalement. Oui. On va l'avoir à un moment donné. Oui. Et il y a quand même une raison qui justifie de préparer sa peau pour l'été. Tout à fait. Parce que l'été, quand ça arrive, ça rime avec le soleil, la chaleur, l'humidité. Donc, certains types de peau vont devenir plus sèches, d'autres vont créer plus de sébum, vont être plus grasses. Donc, c'est important d'adapter notre routine de soins à la maison. Oui, ça veut dire que si je prenais soin de ma peau d'une certaine manière durant l'hiver, je dois quand même analyser ma peau ou revisiter tous les produits que je prends pour m'assurer de ne pas dessécher ma peau parce qu'on pourrait
trop hydrater, mettons, notre peau durant l'hiver? Tout à fait. Bien, on ne va pas trop l'hydrater, mais on va peut-être trop l'hydrater avec la même crème durant l'été. Durant l'été, oui, exactement. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, c'est important d'avoir un bon nettoyant qui n'est pas trop asséchant, d'avoir une crème hydratante qui n'est pas trop grasse ni trop légère. C'est important aussi d'avoir une vitamine C. Un sérum de vitamine C va potentialiser votre crème solaire. Donc, les deux ensemble, ça a un effet synergique. D'accord. Et puis ensuite, la crème solaire, ça, c'est vraiment important aussi. Oui, je sais, à toutes les Oui, fois, je sais. vous me le répétez, puis je me dis, oui, c'est vrai. Puis à tous les moments, je fais, faut que je mette ma crème solaire. Exact. Est-ce qu'on doit prioriser plus un produit vraiment particulier au niveau de la crème solaire? Parce que je sais que vous avez quand même plusieurs gammes de produits. Bien, la crème solaire la plus efficace, c'est celle qu'on applique. Oui, Et puis, ça, c'est sûr. Oui, puis un FPS 50, c'est vraiment important. OK. Donc, si on est en bas de ça, on se donne un risque quand même. oui, quand même. OK. En bas de 30 il y a des UV qui traversent Qui vont la traverser. peau. Puis oui, puis il peut y avoir du dommage à long terme. Parce Oui. que, disons-le là, rapidement, lorsque le soleil frappe sur notre peau, quel dommage exactement ça fait, le soleil sur la peau? Bien, ça va endommager les cellules qui sont OK. sur la peau. Et puis, éventuellement, si on a des coups de soleil, donc c'est des gros traumas, ça, pour la peau, à répéter. À répétition. Exactement. Ça peut Donc se là, ça vient transformer. faire un dommage. Exactement. Puis ça peut se transformer en cancer de peau, éventuellement. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on redoute? On veut pas. Exactement. veut On pas essaie ça. d'éviter. Donc, quels sont les meilleurs gestes à adopter là, pour bien préparer sa peau? Donc, comme je vous ai dit, c'est des fois modifier notre routine de soins à la maison. Ouais. Il y a certains patients aussi qui vont ajouter des exfoliants comme du rétinol 1 à 2 fois semaine, OK. tu sais, pour enlever un petit peu la peau morte puis à donner un teint un peu plus éclatant. Mais ça, c'est quand même assez, je dirais, abrasif. C'est quand même... Il y a plusieurs sortes de Le rétinol, rétinol. ouais. Il faut vraiment aller consulter puis voir lequel est adapté à notre peau. OK, oui, c'est ça, parce que c'est pas at large. Non, exactement. OK. Et puis, en clinique, on peut aussi faire certains traitements pour préparer notre peau, comme par exemple des peelings aussi qui vont enlever un petit peu la peau morte puis exfolier. Ouais. Certains traitements de photorajeunissement, qui est la lumière pulsée. OK. Ça va aider à réduire les taches pigmentaires et aussi les rougeurs, donc unifier le teint avant l'été. OK. Puis on peut faire aussi des traitements de biostimulants, qui sont les traitements en injectable, qui vont vraiment stimuler notre collagène puis améliorer notre qualité de la peau. OK. Parce que là, j'entends comme laser, traitement et tout. Puis moi, je suis très réactive, là. Je fais beaucoup de taches pigmentaires l'été. Est-ce que ça voudrait dire que moi, je m'abstiendrais de faire des traitements de laser durant l'été? Je vous dirais qu'en général, en clinique, tous les traitements qu'on offre, on peut les faire l'été. Mais il y a OK. certains patients qui sont plus réactifs ou qui sont moins disciplinés sur leur crème solaire, qui vont Comme peut-être éviter de le faire l'été. Ouais. Parce que certains lasers vont donner une rougeur, de l'inflammation pendant plusieurs jours au niveau de la peau. Donc, les patients vont préférer le faire au printemps ou même à l'automne, quand OK. l'exposition au soleil est moins grande. Oui, c'est ça. Mais c'était quand même, vous m'expliquez quand même que, tu sais, il y a beaucoup de soins qui se donnent un peu partout, comme en Californie, par exemple, Exact. qui ont du soleil à l'année, eux. Tout à fait. Donc, eux font leur traitement à l'année, mais je pense que c'est des gens qui sont habitués d'avoir du soleil à l'année puis sont peut-être un peu plus rigoureux sur leur crème solaire, Ouais, donc c'est ça, un peu sont moins là. à risque Ouais. d'avoir des complications dues à leur traitement s'ils ne mettent pas leur crème. Tout à fait. Comment on peut éviter, justement, le déséquilibre cutané? Bien, c'est toute une histoire de bien équilibrer notre routine, de trouver les bons produits. Puis souvent, ça, c'est dur à faire un Ouais. peu tout seul. C'est bien de venir en clinique, venir voir nos techniciennes, puis nos conseillères qui vont vraiment analyser la peau du patient, puis ils vont être capables de mieux les conseiller, puis peut-être aussi d'évaluer. Il y en a qui ont des bonnes routines beauté à la maison, mais qui ne les mettent pas vraiment dans le bon ordre. Fait que des fois, ben c'est oui. juste une question d'ordre. On est capable de regarder ça dans son ensemble, puis vraiment de donner une routine plus structurée puis simple aussi. C'est important que ce soit Oui, simple. c'est ça, on ne veut pas se compliquer la vie. là. Exactement. Avec 12 produits, ça donne rien sur notre peau. Non, c'est Donc, ça. tu sais, il faut quand même que ça reste simple. Il faut juste garder en tête que c'est pas une visite qui va faire miraculeusement tout. Non. C'est vraiment des petits gestes quotidiens sur une Exactement. longue période. Donc, c'est pour ça qu'on suggère même aux gens d'aller vous voir pour avoir un plan qui est étalé sur plusieurs mois, même plusieurs années. là. Exactement. C'est bon d'avoir un plan de traitement personnalisé parce que ça évite les erreurs, ça optimise les résultats. Puis aussi, le plan peut se moduler selon les saisons, le style de vie des patients et puis aussi leur objectif.
Donc, on est capable de leur faire un plan sur une année. Comme ça, ils savent quand changer leurs produits. Ouais. Puis, c'est plus facile pour les patients à suivre. Puis là, je vous écoute, je me dis, mon Dieu, puis c'est sécurisant de savoir aussi, tout dépend de qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme résultat. Exact. Que, tu sais, si on vous mentionne qu'est-ce que moi j'aimerais aller chercher comme résultat, mais vous êtes les professionnels pour pouvoir Oui. justement nous encadrer, nous diriger, Exact. puis nous dire comment procéder. Oui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Dr. Garreau. Merci beaucoup. Merci Passez à une belle toi. journée. Merci, toi aussi. Les prochains invités sont Stella Hott-Martorana ainsi que Marie Lino et Mathieu J. Aubin. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, vous venez nous présenter un super beau projet que vous avez créé, Coco Fuego. Là, dites-nous, qu'est-ce que c'est Coco Fuego? Vous êtes présidente et vice-présidente du conseil d'administration. Dites-nous, qu'est-ce que c'est ce beau projet-là? En fait, c'est une chose piquante qu'on a fait pousser dans le jardin en face de notre école. Mais en fait, en face, des petits bacs. Puis on les a cultivés, on les a coupés, cuits, puis ça nous a fait la sauce Coco Fuego. Le nom sort de notre prof, Mathieu Aubin, à cause de son... Vous ici présent, c'est Oui, vrai. exactement. Ça sort de... Coco, ça sort de sa tête parce qu'il n'y a pas de cheveux. Et Fuego... C'est bien passé. Oui, et Fuego, ça sort parce que c'est épicé. Parce que c'est pimenté. Ouais. Et ce projet-là, c'est quand même une initiative de la pépinière que vous supportez. En fait, c'est la pépinière qui nous supporte Oui. parce qu'en fait, la pépinière d'innovation Cébage, Communauté bâtissant l'avenir avec les jeunes, ça permet à des projets à un fort impact social de vivre à Laval. C'est porté par le regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Nous, ça fait 5 ans à la coop Microfraîcheur qu'on peut porter nos projets comme ça. C'est des projets vraiment qui est très inclusif pour les jeunes et je pense qu'il fait comme toute une différence. Qu'est-ce que ça a fait dans ta vie de faire ce projet-là? Bien, ça m'a permis de découvrir à peu près l'horticulture aussi, pour aller pousser les piments, etc., les faire cuire, etc. Puis ça m'a aussi appris à avoir un peu plus de patience parce que faire pousser, c'est long. De patience, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un beau développement pour les jeunes. Et c'est vraiment quelque chose qui... Tu es présidente de... Pourquoi tu as voulu t'impliquer en tant que présidente? Parce que c'est un truc que je voulais essayer, en fait. C'est un truc que j'ai beaucoup quand même entendu parler par les anciens élèves qui étaient là avant. Puis ça m'a juste voulu faire essayer, puis honnêtement, j'aime ça. Qu'est-ce que t'es le plus gros défi dans ce projet-là? Tout? Pas mal tout, ouais. C'est un projet qui est quand même... qui remonte à il y a 2 ans. On a un élève en première année qui est maintenant finissant, OK. qui a eu l'idée, pourquoi on ne ferait pas pousser des piments l'été? Puis là, moi, je lui nomme que c'est quand même beaucoup de soins des piments l'été Ouais. quand on est dans un projet scolaire et qu'on n'est pas là. Mais on est chanceux d'être en partenariat avec le Marigot agricole. Tout à fait. Puis on a des agronomes et des jardiniers qui s'occupaient de nos piments pour nous durant l'été, à l'été 2025. Ouais. Puis on a eu une belle récolte à la rentrée avec les élèves, donc ce qui nous a permis de lancer cet automne Coco Fuego. Félicitations, puis j'ai d'autant plus le goût de vous féliciter parce que vous avez quand même été finaliste du concours Oser entreprendre. Et là, le résultat était assez positif parce que vous avez été lauréat, vous avez gagné, remporté le prix. Félicitations. Merci. Puis là, on se sent comment quand on remporte ce prix-là? Pour de vrai, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on se rende là, pour de vrai. Puis c'est vraiment étonnant. C'est vraiment nice. Au début, c'était un petit peu de stress quand ils en allaient quand ils allaient dire les finalistes. Puis Ouais. tout. Quand on a entendu notre nom, j'étais choquée pour de vrai. Ça m'a vraiment étonnée. C'était du gros stress aussi. Oui. On a vraiment tout sauté de joie, vraiment. On a été vraiment heureux. Donc, c'est sûr qu'on est vraiment content et heureux de ça. Et fiers aussi. Oui. C'est pas le premier projet que vous supportez, Mathieu, en tant qu'enseignant. Est-ce que vous pouvez dire que tous les projets que vous supportez comme ça avec les jeunes ont toujours le même impact? C'est vraiment l'implication des jeunes, la différence que ça a dans leur vie? Chaque projet a son impact qui lui est propre. Mais vraiment, ce qu'on a fait à la coop Microfraîcheur, qui est aussi un projet Cébage, c'est qu'on a bâti sur nos projets d'une année à l'autre. En 2021, on a commencé par financer notre jardin pédagogique sur le terrain de l'école. Tout à fait. Là, après ça, on a fondé coop Microfraîcheur avec les élèves. C'était plus la structure, le modèle de gouvernance coopératif, Ouais. avec toutes nos installations en horticulture pour produire nos semis, nos micro-pousses à l'intérieur de la classe de sciences. Là, après ça, on s'est lancé dans la diffusion d'un balado, Pousse mais pousse égal,
Puis on a rencontré l'école Fait du bruit après ça dans l'incubateur du pôle régional d'économie sociale. Puis on a vraiment amené ça à un autre niveau, merci à notre partenaire. Puis on a développé tout notre atelier de menuiserie pour aider les autres écoles à démarrer leur propre jardin pédagogique. Puis maintenant, bien, Coco Fuego, on boucle la boucle en faisant de la transformation alimentaire. Est-ce que c'est toujours des idées qui viennent des étudiants ou c'est souvent quelque chose que vous proposez aux étudiants? Moi, je propose pas à mes étudiants parce que le projet, il marche pas s'il vient pas des étudiants. Puis c'est ça la force de Cébage. Ça vient des jeunes, pour les jeunes, puis avec les jeunes. C'est vraiment un beau tremplin pour notre jeunesse à Laval. Et vous avez quand même la chance là, d'être supporté par justement des bourses aussi qui viennent appuyer tout ce financement-là. Parce que encore là, je me dis, les jeunes qui veulent mettre en lumière justement ce type de projet-là, est-ce que ça vous fait peur au début de partir ça? Pas vraiment, non? Pour de vrai. C'est comme... Avec un professeur qui l'appuie comme ça, c'est sécurisant quand même, j'avoue. Oui, quand même. Mais non, pour de vrai, c'est pas un grand stress. C'est pas autant stressant qu'on allait le penser. C'est vraiment... C'est facile. Pour de vrai, c'est comme... Tu choisirais plus le progrès ou plus que la perfection. Fait que si tu échoues, tu recommences jusqu'à temps que ça marche. C'est bon. Il y a quand même un grand apprentissage. Qu'est-ce que vous en retenez de ce projet-là? Ça va pas toujours être une erreur. Un jour, ça va bien finir, que ça va être un bon truc, puis qu'on va bien en sortir avec, comme le gars-là qu'on a gagné. Pour de vrai, il y a tout le temps des erreurs. Il y aura toujours des erreurs dans les projets qu'on va faire. Mais on apprend à vivre avec, à se revirer de bord, puis à continuer quand même. Donc, ça vous amène plus de force, j'imagine. Ouais. Oui. Tout à fait. Et est-ce que vous transposez ça dans votre vie? Un peu. Un peu? De tous les jours? Bien, vous faites de grandes œuvres utiles et continuez de travailler dans ce sens-là. Puis je pense que vous aidez vraiment les jeunes à se développer. C'est beau de vous entendre parler comme ça. J'imagine que vous avez une fierté de les entendre parler comme ça. Une immense fierté d'être avec mes élèves ici aujourd'hui puis de voir comment ils vont s'approprier le projet, mais aussi que ça a un impact après. Oui, tout à fait. Ça peut pas, ça a un impact. Là, ça peut pas faire rien parce qu'on garde ça vraiment imprégné. Oui. Est-ce que vous avez le goût d'être plus entrepreneur un peu? Ouais, pour de vrai, oui. Je fais déjà... J'aime bien beaucoup de base l'horticulture. Je fais un stage dans l'horticulture. C'est vraiment le fun. Fait que voir ça, c'est vraiment cool. De comment de partir d'une graine à vraiment une sauce, c'est ça. Tout le chemin que ça peut donner. Ouais. Le long chemin, mais ça vaut Ça vaut le coup la fin. Ouais. Non. Un gros merci d'avoir été... Puis félicitations encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est les 19, 20 et 21 mai prochains qu'on pourra voir le spectacle La Maison Harmonique et j'ai le metteur en scène Luc Gauthier ainsi qu'une participante à la relationniste de presse, Jeannette. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, on va voir le spectacle, je le disais d'entrée de jeu, La Maison Harmonique. C'est un concept que vous avez créé, qui vient de votre imagination. Oui, donc, c'est vraiment un groupe de touristes qui a fait un voyage en Amérique latine. Expliquez-nous d'où ça vient. Le Théâtre musical de Laval, c'est un théâtre musical, ça le dit, mais de création. Moi, je suis un gars de création. J'ai créé des spectacles toute ma vie en théâtre, en comédie musicale et tout ça. Puis, quand j'ai fondé la troupe là, en 2018, je me suis dit à Laval, on a comme besoin de ça, je pense. Il y avait de la place pour une troupe de comédie musicale. Mais tant qu'à reprendre des succès que tout le monde a vus et revus, Les Misérables et compagnie, qui sont des excellents spectacles, moi, je suis allé plus au niveau de la création. De votre propre inspiration. Oui, c'est ça. Fait que j'invente des histoires, je crée des histoires avec des choses que j'ai envie de dire, que j'ai envie de parler, de la société de nos jours, de tout ce qui se passe et tout ça. Mais à travers, de façon toujours ludique, de façon toujours amusante, pour divertir les gens, faire réfléchir aussi, mais vraiment pour s'amuser parce que je pense qu'on en a besoin. Oui, c'est important de nos jours. Vous n'êtes pas sûr, mais oui, je vous le confirme. Puis c'est ça, fait que moi j'ai créé cette troupe-là pour, répondre à un besoin de comédie musicale, mais pour des gens aussi qui ont envie d'en faire, qui veulent réaliser leur rêve parce que la comédie musicale est de plus en plus populaire. Ouais. Les gens, ça chante tellement au Québec, il y a tellement de talent, tout ça, de danse, de jeu et tout ça. Fait que j'ai créé des spectacles qui sont adaptés aux gens qui y participent. Oui. Donc, j'ai une histoire originale, mais là, cette année, on est 29 dans la troupe. Oui, c'est quand même une grosse distribution, là, 29. Mais je veux qu'on revienne sur l'histoire, justement,
des touristes là, qui vont voyager en Amérique latine. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ou c'est quelque chose qui... Bien, pas particulièrement parce que ça part du pouvoir de la musique, en fait. OK. Tu sais, la musique, on dit souvent que c'est le langage de l'âme, hein, c'est les émotions, le langage des émotions. Puis, comment traduire ça en histoire amusante et tout? Fait que je suis partie d'un groupe, parce que ça reste une troupe. Ouais. Les gens sont tous sur scène, pratiquement tout le temps sur scène. En fait, c'est ça, c'est l'histoire d'un groupe de touristes hétéroclites qui s'en vont en Amérique du Sud pour pouvoir visiter un voyage organisé pour une maison harmonique. Fait que les gens paient pour aller voir ça parce qu'elle a une histoire vraiment particulière, cette maison-là. Les vibrations musicales transcendent cette maison-là, ce qui fait que les gens, ils arrivent là, ils arrivent sur place, sont accueillis par 2 guides un peu spéciaux. Puis ils vont visiter la maison et chacune des pièces de cette maison-là est un pan de l'histoire de celui qui l'habitait, qui s'appelle Ben King Harmony. OK. On va comprendre pourquoi ce nom-là pendant la pièce. Et là, j'imagine que si on parle d'Amérique latine, on parle parce que de c'est plein ça, de musique, oui. Oui, effectivement. Je voulais ratisser un peu plus large en termes de musique. Oui. Donc, oui, on a du français, on a de l'anglais, mais on a aussi de l'espagnol, évidemment. Puis qui dit, ludique, dit, bon, on touche à c'est des airs connus, des chansons connues. Puis cette année, il y avait comme un pan de Disney, là, parce qu'on voulait aller dans la féerie, je voulais aller dans quelque chose de très éclaté. Donc, oui, ça a amené en Amérique du Sud des chansons comme dans Encanto et compagnie, sans divulguer aucun punch. Et Janet, vous êtes participante et relationniste de presse, justement. Oui, bien, de la maison. je voulais ajouter à ça, c'est qu'il y a toujours une chanson qui est originale aussi. OK. Ouais. Puis, fait que dans les années précédentes, c'était vraiment toutes des chansons moins connues puis des chansons originales. Puis maintenant, c'est des chansons... Oui, c'est vraiment un partage des deux, mais c'est important de dire que... C'est ça. Oui, c'est des chansons connues, mais il y a une création dedans. Parce que je dirige aussi une autre troupe dans laquelle c'était entièrement original, tout le matériel. Fait que là, on va puiser là-dedans un peu dans les créations et tout. Et pourquoi vous avez voulu vous impliquer dans cette pièce-là? Bien, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie, des comédies musicales depuis que je suis jeune, mais j'ai toujours fait ça à Montréal en tant qu'anglophone. Okay. Puis la communauté, elle est grosse quand même, mais je voulais essayer quelque chose de nouveau, puis apprendre à m'intégrer dans une société plus francophone pour pouvoir vraiment garder ma culture française aussi. Je viens d'ici, mais je pars souvent dans des places ailleurs que le Québec, fait que je parle l'anglais souvent. Fait que c'était important pour moi de... revenir au français. Exactement. Et c'est comment travailler avec M. Luc Gauthier? Très difficile. Très difficile. Au contraire, il est vraiment super positif. Puis nous, on a souvent tendance à être très émotionnel dans nos vies personnelles, mais quand on arrive là-bas, on met tout à la porte. Puis c'est une chance qu'on peut partager du plaisir, puis de la musique ensemble, puis de mettre tous les politiques à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que le théâtre musical, c'est une troupe amateur, mais dirigée par des professionnels. Fait que le seul but, c'est, oui, créer des spectacles, mais rendre ça accessible aux gens. Puis c'est comme on voit ça dans les chorales et tout ça, il y a comme une énergie, il y a comme, on va là, puis ça nous fait du bien. Ouais. Puis moi, mon objectif, c'est pas de monter des spectacles qui vont faire le tour du monde, là. C'est de rendre ça accessible à des gens, puis les faire triper, les faire s'amuser, passer des belles soirées. les rendre heureux, autant sur scène, puis c'est contagieux parce qu'à tous les ans, on se le fait dire, mon Dieu, vous avez l'air d'avoir du fun sur la scène, ça a donc bien l'air, j'ai envie de faire partie de la pièce. Fait que c'est contagieux, il y a une énergie qui est contagieuse, puis moi, c'est ça que je veux faire. Oui, ça vous stimule. Mon objectif, c'est palpable, on peut le voir. Vous avez un beau projet. C'est rien, je suis calme. Donc, on invite les gens, quand je rappelle les dates, le 19, le 20 et le 21 mai. Exactement. Alors, c'est vraiment à la Maison des Arts de Laval. Oui. Théâtre des Muses, la Maison Harmonique. Voilà. Un gros merci de nous voir. On invite les gens à aller vous voir. Merci. Oui, parfait. Merci beaucoup. Ma prochaine invitée, elle est auteure et elle vient nous présenter son livre qui a eu le jour le 6 mai dernier, Les Recluses, l'inconnue désargentée, Madame Sonia Alain. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, vous venez nous présenter votre livre qui est une histoire relativement d'époque.
Oui. C'est ça qu'on peut Exact, dire. Hein? ouais. Donc, c'est quoi les recluses exactement? En fait, les recluses, c'est les dames qui étaient rejetées, les femmes, les jeunes filles qui étaient rejetées de la société pour diverses raisons. Dans ce volet-là, c'est parce qu'elle est désargentée, donc plus d'argent. Donc, des fois, c'était pour... ça dépendait si c'était des jeunes femmes qui avaient eu des écarts de conduite ou des choses comme ça. Donc, c'est ça, les recluses, c'est vraiment ceux qui étaient rejetés. C'est quand même assez impressionnant. Vous êtes à votre 25e livre. Oui. Et lorsqu'on écrit un livre de roman historique, ça ne vient pas juste de l'imagination, j'imagine. Là. Non, il y a beaucoup il y a de recherche. Un gros travail de recherche en arrière de tout ça. Et votre recherche, vous la déterminez comment? En fait, moi, je prends un bon mois de recherche. Je fais beaucoup de recherches dans les livres. En fait, en premier, je regarde un petit peu sur le net pour me donner des idées, des pistes. Puis après ça, c'est énormément dans des livres d'histoire, de références, tout ça. Je peux vous dire, ma librairie, ils m'aiment beaucoup. Oui, j'imagine. Je fais beaucoup de défense. Oui. Mais c'est ça, c'est principalement dans des livres d'information. Et est-ce qu'avant même la conception du livre, vous avez votre idée et vous faites votre recherche à partir de l'idée d'origine que vous avez, ou c'est en faisant votre recherche que l'inspiration et l'idée se créent? En fait, j'ai mon idée de base de ce que je veux avoir comme histoire. Puis pour tout ce qui est l'intrigue, le squelette, j'ai le squelette, mais pour mettre la viande autour, si on veut, mais là, c'est vraiment dans le cadre des recherches que là, j'ai plein d'idées. Là. Lorsque je fais mes recherches, ça me donne plein d'idées que je prends en note dans un petit cahier à côté. Mais je pars toujours avec une idée là, de base. Là, une idée de base, puis là, vous la développez au cours. Donc, ça peut avoir l'air de quoi, l'histoire de les recluses? Parce que ça va être un tome, disons-le, là, il devrait avoir une série. Oui, ça va être une trilogie, mais ce qui est bien, c'est que chaque tome va être complet. Okay. Parce que chaque tome, c'est l'histoire d'une recluse spécifiquement. C'est juste que leur destin va se croiser. Mais dans celui-ci, on se promène, dans le sens qu'on n'est pas juste en Angleterre, même si on est à l'époque victorienne, on s'en va aussi en la Martinique. Okay. Donc, on va toucher tout le volet, la Martinique, les distilleries, les plantations de canne à sucre, tout ça. Donc, on découvre un peu, oui, le contexte de la bonne société à ces époques-là, mais aussi quand on était mis au banc, qu'est-ce qui se passait, comment on arrivait à s'en sortir, surtout lorsqu'on était une femme. Oui, c'est ça, parce que, comme vous le dites tantôt, les recluses, c'est vraiment d'être rejeté de la société, là, qui est quand même pas rien là, non plus, donc c'est quand même un gros fardeau à porter. Oui, puis surtout que mon personnage, c'est qu'elle se retrouve du jour au lendemain, le père, la mère est décédée déjà depuis un moment, mais le père décède sans avoir vraiment très bien préparé ses choses. Donc, elle se retrouve avec 2 frères et 2 sœurs plus jeunes, pas d'argent, pas de moyens, donc c'est comment elle va arriver pour s'en sortir. Donc, ils sont sous la tutelle d'un homme qui ne les porte pas nécessairement dans son cœur, donc ça aide pas. C'est ça, c'est très difficile. Donc, on voit tout le cheminement, tout ce qui se passe à travers ça. Puis, on a notre homme de la Martinique qui est de passage et il arrive différentes choses. Là. Je ne veux pas tout vendre des punchs. Il faut laisser les gens, inciter les gens à venir mais c'est un beau voyage. Moi, les gens me disent toujours dans mes romans historiques comme ça, c'est un beau voyage dans le temps. Ils ont l'impression de voir un film, de voir l'histoire se dérouler devant leurs yeux. Puis c'est vraiment, on est baigné dans ces époques-là sans avoir de la lourdeur de tous les livres historiques là, d'informations. Oui, c'est ça. Donc, c'est un beau voyage. Parce que c'est ça, on disait, vous avez fait 25 livres, mais vous avez vraiment fait des romans historiques, des romans contemporains, vous avez fait des romans d'horreur aussi, donc vous avez quand même un registre assez diversifié. Oui, j'aime ça parce qu'à un moment donné, ça me permet de me renouveler aussi. Je ne voudrais pas toujours tomber dans le même pattern du même genre de roman. Donc, j'aime bien, comme ça, une fois de temps en temps, aller chercher autre chose, puis sortir de ma zone de confort. Oui, c'est ça. Vous faites bien ça. Alors, on rappelle les gens, Les Écluses, l'inconnu désargenté, qui est en librairie actuellement. Oui. Bien, excellent. Madame Sonia Allain, un gros merci de nous voir. Bien, merci pour l'invitation. Je m'appelle Nicolas Vincent Poirier et aujourd'hui, je vous parle de 2 mini-séries. Une mini-série québécoise qui est, selon moi, une des meilleures mini-séries québécoises que j'ai vues dans ma vie jusqu'à date. Et la deuxième, c'est une mini-série américaine qui a été vendue d'une drôle de façon parce qu'elle est considérée comme impossible à classer. Donc, pour la série québécoise, je vous parle de la mini-série Vitrerie Joyale.
C'est un projet qui a été créé et écrit par Martin Matt, qui met en vedette Martin Matt et est disponible sur Amazon Prime. Et bon, c'est une série inspirée, entre autres, de la vie de son père, mais aussi de beaucoup d'expériences à Martin Matt personnellement. D'ailleurs, bon, ça a été écrit par lui et François Havard. Et vraiment, c'est une mini-série. On parle de 6 épisodes d'une trentaine de minutes chaque. Moi, j'ai vu ça comme un film de 3 heures, bon, séparé. Et j'ai adoré cette série-là, non seulement à cause de l'humour de Martin Matt, le côté dramatique aussi. Ça, c'est tellement excellent. Et d'ailleurs, ces 2 éléments-là, c'est ça notre force au Québec. Et il y a quelque chose que personnellement je trouve dommage, c'est que on ne l'exporte pas tant que ça, notre culture. Bon, il y a beaucoup de contextes aussi, c'est facile de dire ça comme ça, mais bon, il y a beaucoup d'autres... Il y a beaucoup d'autres contextes quand on exporte quelque chose, mais vraiment, cette série-là, Vitrerie Joyale, non seulement j'ai adoré ça, mais je suis tellement fier qu'on ait pu faire cette série-là au Québec parce qu'elle est exportable. Elle est vraiment exportable. Et pourquoi je dis ça? Bien parce qu'on n'a pas besoin de connaître qui est Martin Matt pour apprécier cette série-là. Non seulement il y a de l'humour, il y a du drame, et c'est tellement bien balancé, mais tellement j'ai été agréablement surpris par cette série-là que Amazon décide d'embarquer dans ce projet-là. À un moment donné, Martin Matt avait parlé de transformer cette histoire-là en film ou quelque chose. Et là, tout à coup, Amazon est arrivé et lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait faire. Et c'est là qu'il a mentionné cette idée-là. Et vraiment, chapeau à toute l'équipe. C'est excellent, c'est parfait. Je la recommanderai jamais assez. Et encore une fois, c'est ce type de contenu-là qu'on a besoin de faire au Québec. Mon humble avis, avec ce type de contenu-là, c'est ça qui est exportable. C'est ce qui fait notre différence, je trouve, au niveau de nos médias. On regarde les Américains, juste à côté. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Oui, ils ont des séries dramatiques. Oui, il y a de l'humour. Ils font de la très bonne humour. Mais nous, on a une tellement bonne combinaison des deux ensemble. Et c'est ça, je trouve, qui nous rend différents. Et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Il faut continuer il faut exporter cette culture-là. Donc, tous ceux à la maison qui me regardent et qui ne sont pas du Québec, regardez la mini-série Vitrerie Joyale. Vous allez l'adorer. Et pour ce qui est de la deuxième mini-série, elle s'intitule DTF Saint-Louis. Et c'est considéré comme une série, impossible à classer parce qu'il y a de la comédie, il y a de l'humour noir. Et dans le fond, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un triangle amoureux qui tourne mal. Vite, vite comme ça, là. Triangle amoureux qui tourne mal à cause d'une application pour les gens qui sont en couple et qui veulent être infidèles. Et à travers ce triangle amoureux-là, quelqu'un va mourir et il va y avoir une enquête policière. Et ça, vraiment, c'est particulier parce que ceux qui ont vu cette série-là, il y en a beaucoup qui disent « Non, c'est juste une série sur le sexe. » Non, c'est pas une série sur le sexe, c'est une série sur des adultes qui prennent des très, très, très mauvaises décisions. Et c'est de là que vient l'humour noir. Et ça met en vedette Jason Bateman et David Harbour, qui sont excellents, excellents dans leur rôle. Et David Harbour, d'ailleurs, qui a porté une prothèse parce que pour Stranger Things, entre autres, il a perdu beaucoup de poids, il s'est remis en forme. Et là, on lui a demandé, tu dois prendre un peu de poids pour DTF Saint-Louis. Donc, lui, non, j'aime mieux porter une prothèse. Et ça paraît pas du tout à l'écran, là, vraiment, le maquillage et la prothèse, là, on n'y voit que du feu. Et c'est sûr que c'est pas une série pour tout le monde. C'est des thèmes d'adultes et il y a tellement de malaise dans cette série-là. Mais quand je dis un malaise, ça vient avec l'humour noir. Là. Il y a des moments beaucoup plus lents. Et à travers ça, ça fait un peu penser au style de Fargo. Autant le film que la série Fargo ou le film I, Tonya. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est excellent comme série. Et ça a été créé et réalisé par Stephen Conrad, qui a écrit et réalisé Patriot pour Amazon Prime. Allez voir cette série-là aussi, c'est excellent. DTF Saint-Louis est basé sur une histoire vraie. Ça a été basé sur un article qui explique un triangle amoureux qui s'est
très mal tourné. Bon, ça, c'était une histoire vraie, l'article. Et Stephen Conrad a pris cette histoire-là et l'a peaufinée à sa manière pour donner DTF Saint-Louis. Encore une fois, c'est une série excellente, mais c'est pas fait pour tout le monde. Après un épisode, si vous n'aimez pas ça, bon, il y a 7 épisodes dans la mini-série. Si vous n'aimez pas ça, arrêtez ça tout de suite, vous n'allez pas du tout l'aimer. Mais si vous aimez la première émission, je suis sûr que vous allez aimer les autres. Et sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Ma prochaine invitée, elle est autrice, compositrice et interprète, Sandrine Masse. Bonjour. Oui, ça va bien, merci. Ça va très bien, merci, toi. Oui. Alors, tu viens de nous présenter ta dernière chanson, Les Soufflés. Donc, je le disais d'entrée de jeu, autrice, compositrice, donc c'est toi qui composes tes chansons. Oui, absolument. Et tu t'inspires de quoi pour faire tes compositions? Bien là, en l'occurrence, pour cette chanson-là qui va sortir, je pense que c'est le 22 mai qu'elle sort, c'est une chanson qui parle, en fait... à la base, c'est une rencontre que j'ai faite pendant que j'étais en train de regarder les feuilles tomber sur mon balcon. C'est une rencontre, je dis une rencontre, mais dans le fond, c'est le voisin d'en face qui avait sa souffleuse à feuilles qui est venu briser mon moment de calme. Puis ça m'a fait penser à plein d'affaires, là, mais notamment à la génération de ma grand-mère. Les femmes de cette génération-là se sont beaucoup battues pour réclamer leurs droits autochtones. Ouais. Parce qu'à l'époque, lorsqu'une femme se mariait, une femme autochtone se mariait avec un homme alloctone, elle perdait son statut. Okay. Puis ma grand-mère faisait partie de ces femmes-là. Donc, il y a comme une métaphore dans cette chanson-là qui parle, c'est ça, c'est vraiment un manifeste un peu là, écoféministe pour que ces femmes-là aient la place de se prononcer, je pense. Là. Je pense que dans cette génération-là, c'était plus comme peut-être acceptable ou ils toléraient plus. Est-ce que dans ta génération, à toi, c'est un peu plus révoltant de dire non, on ne peut pas garder ce statut-là, faut qu'il y ait des changements? Oui, je pense que oui. Je pense qu'en tant que femme, en général, en ce moment, je veux dire, il y a des impacts à ça aussi. Quand on prend parole, des fois, ben c'est pas nécessairement bien reçu. Puis je pense que aujourd'hui, particulièrement, on s'en rend compte aussi que c'est encore difficile. Puis on n'a pas encore exactement cette plateforme-là pour faire élever nos voix, mais je pense que c'est important de continuer à le faire. Fait que moi, je l'ai fait un petit peu plus doucement, peut-être à travers la musique, puis des métaphores de la nature avec le territoire, puis tout ça, mais c'est ma façon de le... Oui, c'est un peu ce qui te pousse. Oui, c'est ma façon de m'exprimer, tout à fait. Ma voix. Je trouve important aussi que tu fais quand même partie d'un collectif autochtone. Donc... Oui, Nikamu Mamuitun, ça c'est super beau projet ces temps-ci duquel je fais partie. Puis c'est en fait Florent Volant puis Alan Côté qui ont parti ce projet-là. Alan Côté du Festival de la chanson de Petite-Vallée. Et puis il y a 5 artistes autochtones, 5 artistes allochtones. Puis on a eu une résidence de création. En quelques jours, il fallait composer une quinzaine de tunes. On a fait un album avec ça qui vient de sortir. Ça s'appelle Mamoui. Là. Puis on est en spectacle. Donc, c'est vraiment un spectacle où moi, ça me permet de pratiquer ma langue, la langue que je réapprends, le Wendat. Tu dis que tu le réapprends parce que... Parce que je ne suis pas née avec cette langue-là, malheureusement. C'est une langue qui est plus parlée, en fait. C'est une langue qu'on appelle en dormance. Fait qu'il n'y a plus de locuteurs actifs. Ah, parfait. Mais depuis 30 ans, il y a des gros efforts pour ramener la langue dans la communauté. Fait que je trouve que la chanson, c'est le meilleur médium pour la faire vivre. Ouais. Donc, ça, c'est un des projets dont le but est de faire vivre et de faire valoir les langues autochtones. Fait que j'en profite. Parce qu'en tout cas, quand moi j'entends ce son-là, il y a quelque chose de beau là-dedans, quelque chose qui est attirant dans cette langue-là. Et tu vis ça comment, de la réapprendre, cette langue-là? Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile, mais quand on traverse des choses difficiles, justement, la récompense est d'autant plus grande. Fait que même si c'est difficile d'atteindre des plateaux d'apprentissage puis de pas nécessairement avoir des gens avec qui converser, c'est plus difficile pour la pratique de la langue. Mais j'ai l'impression vraiment d'avoir accès à... C'est comme si j'avais un accès direct à parler avec mes ancêtres. Il y a quelque chose dans la langue qui donne une vision différente du monde aussi, puis une vision que j'ai toujours eue dans le fond, mais que je savais pas, puis que j'apprends à découvrir cet accès-là. C'est quand même t'as quand même accompli plusieurs choses dans les dernières années, mais je veux qu'on vienne sur la chanson Là où la Terre est, qui est sortie en 2024, qui est quand même un lien, une importance pour toi au niveau de l'origine? Oui, bien, Là où la Terre est, c'est le titre de l'album. Dessus, il y a une chanson qui s'appelle Là où la Terre est rouge.
Puis ça, c'est là où la terre est rouge, c'est Aupaluk, c'est un mot en Inuktitut, qui est un petit village dans le Grand Nord où j'ai habité plusieurs années. Et donc, qui fait partie de un de mes territoires d'appartenance. J'en ai plusieurs. J'ai grandi, moi, en Outaouais. Là, je suis basée à Wendake, dans ma communauté. Ma mère qui vient de Gaspésie. Fait que le Québec, c'est tellement un magnifique territoire avec tellement plein de cultures donc, je voulais rendre hommage un peu à tout ça dans ce dernier album-là qui est sorti. C'est ça, ça va faire 2 ans bientôt. Là. Oui, puis là, il y a un album qui s'en vient cet automne. Absolument. Et tu vas te promener en festival cet été également aussi. Donc, on peut aller sur tes réseaux sociaux pour avoir plus d'informations sur les différentes dates. Sandrine, merci beaucoup. Je te laisse t'installer parce que tu vas nous faire une performance justement de ta chanson « Les Soufflés ». Un gros merci. Ciao, Douce et tendre feuille d'octobre, en vrille ou en berne, vous bordez dans le désordre la saison prochaine, celle où vous aurez le droit de devenir tapis, couverture anti-verglas pour le sol endormi. Et il souffle, s'essouffle déjà le nord est prévisible à faire pointer vos éclats dans le jour qui ternit. Et il souffle, s'essoufflera à disperser l'essence de vos fragiles existences jusqu'à d'autres plates-bandes. Comme celle du voisin d'en face, machine de service qui ressort du garage, son 3e appendice. Aux premières lueurs d'automne, il maudit vos appâts et la folie sauvageonne de vos habits du mois. Et il souffle, s'essoufflera à montrer sa pelouse, à pelleter chez nous ses branchailles et ses herbes jalouses. Et il souffle, s'essoufflera à dénuder la terre. Et nous fortes, on se soulèvera pour faire rougir son verre. Mes sœurs, sortez vos fleurons, préparons-nous bien à faire tout, mais surtout rien. Maintenez vos positions. Moi, j'amasserai vos couleurs, vos airs et vos chansons. Le seul possible agitateur sera le vent de front. Et il souffle, s'essoufflera à montrer son gazon, à pelleter chez nous ses angoisses, sa peur bleue des moissons. Et il souffle, s'essoufflera à décaper la terre. Et nous fortes, on l'éclaboussera d'un coup des tas de nos poussières. Dans l'hiver arrivant, il asservira le reste en trônant sur son tank à neige, sa souffleuse à grief. Enveloppés du drapeau blanc, nous serons résignés, mais le vieux Mélèze au printemps saura nous raconter cette fois-là où le voisin, la tête dans son engin, en s'acharnant sur le moteur, est mort d'un souffle au cœur. Et depuis ce temps, ses descendants ont changé d'offensive. Et l'été, pendant les vacances, ils arrosent le parking. Et ils soufflent, s'essouffleront à polir leur asphalte, la faire briller comme le dos rond des phoques en Alaska. Et ils soufflent, s'asphyxieront à vider les rivières. Et nous mortes, mais fortes, les inonderont de fracas rouges et verts. On vous a présenté une belle brochette d'invités encore une fois cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Pour le rattrapage de nos émissions, on vous invite à aller sur notre site Internet à tvrl.ca. Un gros merci à toute notre équipe, les caméramans Benoît, Daniel, à la réalisation Alain, ainsi qu'à la coordination et à la recherche Sophie. Encore une fois, on vous dit un gros merci d'avoir été des nôtres. On apprécie votre présence à chaque semaine. On vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt.